planifier tout ça là, même pour la planification, ça prend du temps. Maintenant, chercher des développeurs. Maintenant, quand on parle de développeurs, il y a des développeurs en 3 catégories. Il y a les juniors, il y a les intermédiaires et il y a les experts, ceux qui sont avancés. Et tout ça là, c'est des prix différents. Donc, en fonction du projet que tu es en train de faire, tu sais quelle sorte de personne ou bien quel degré, quel niveau d'expert tu es en train tu cherches. Et tout ça là, c'est des planifications. En fin de compte, quand tu vas planifier tout ça là, ça prendra pratiquement, il y a des applications que vous pouvez faire en fonction du nombre de personnes que vous avez et la tâche que le système doit faire. Ça peut vous prendre 1 an, ça va 2 ans. Il y a des applications qui vont jusqu'à 5 ans. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle où nous sommes, c'est aussi quelque part, ça ouvre un peu aussi sur le côté AI. Moi, j'ai dit à mes amis que c'est bon de développer, c'est bon de faire tout ça là, mais bon, tout ce que vous êtes en train de faire, moi, avec tout ce que je fais avec la Power Platform, je peux prendre une journée, 2 jours, pour faire des systèmes assez complexes qui va prendre un certain bout de temps à un nombre de développeurs pour faire ça en parlant de custom développement genre natif, quoi que ce soit, en pensant serveur, en pensant trafic, en pensant point d'entrée et tout ça là, ça va prendre un bon bout de temps à eux pour faire ça. Mais aujourd'hui, je peux aisément faire des applications que je peux repartir, prendre cette application, ramener ça, copier ça et changer des choses dedans dans l'application là. Je peux faire ça dans une journée. Donc, quand on parle de simplifier, il y a ce côté-là. J'ai des amis qui sont à Lomé, qui font du pur développement, vraiment fou, ils travaillent pour des grosses sociétés, ils font des boulots pour OTR, tout ça là, les Simtogo et tout ça là. Mais ça, le point du temps, moi je leur dis, mais si vous adoptez la Power Platform, moi je peux vite finir ce que vous êtes en train de faire, maximum 1 semaine, je sais très bien ce que je veux faire, et si j'ai déjà les gars, je veux faire du front-end, je dis que bon, la plupart du temps, c'est le front-end qui consomme du temps pour bien faire le UI, le UX et tout ça là. Mais actuellement, quand on parle, il y a quelque chose qui est arrivé qu'on appelle Copilot, qui est en train encore de réduire le nombre de temps que vous allez prendre pour faire les designs. Actuellement, le monde va tellement vite que si on ne s'aligne pas, mais on va toujours faire les choses, on va toujours prendre du temps et les gens sont là. Je peux prendre des boulots, je peux prendre 3-4 boulots que je peux faire dans l'intervalle d'une semaine, moins d'une semaine. Mais quand ça, on veut dire custom development, ça va me prendre près d'un an pour même finir un boulot. Mais aujourd'hui, avec la technologie, avec l'intelligence artificielle, je peux faire des choses dans moins d'une semaine. Et quand je dis 1 semaine, c'est peut-être un niveau intermédiaire. Il y a mes gars qui peuvent vite faire des choses à un clic de doigt, c'est vite fait et c'est bien fait. Et ça travaille, mais parfois c'est plus performant que ce que on fait avec les serveurs, les serverless applications, tout ça là. Donc, c'est un peu aussi le concept actuellement en fait. Bah, tu n'as pas menti quand même. Jusque le plus important, c'est qu'on n'est pas en contact avec l'information directe. Par exemple, si je ne mens pas, Ouais. c'est grâce à Microsoft que je sais qu'il y a certaines plateformes qui me permettent d'automatiser mes tâches ou bien de réduire le temps ou bien l'application que je veux produire en moins de temps. Bah, parce que je voulais être ambassadeur MLS. Mais par contre, si je suis uniquement focus dans ce que je veux faire dans mon environnement, peut-être que je vais faire tout mes temps en étant développeur, mais sans jamais avoir eu cette information-là. Donc, je pense que le primordial, c'est pourquoi pas être en contact avec d'autres mondes différents pour pouvoir savoir comment manager sa façon de travailler ou bien comment ajouter une plus à sa façon de développer. Tout à fait d'accord, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Bon, Audrey, bon, à toi la partie, la modératrice, je crois, ou bien si tu veux qu'on attende encore un peu plus, mais bon, Non, c'est toi qui gères la je pense réunion. on a tous des occupations, donc voilà. Bon, bonsoir à tous.
et bienvenue sur cet épisode avec la communauté Microsoft User Group Lomé. Je m'appelle Audrey Mungo, je suis développeuse web et je serai modératrice de la conversation super attendue sur le chat GTP. Donc voilà, nous avons 3 speakers avec nous. Bon, ici en français on les appelle surtout les talkers. Ça, c'est un nouveau mot que j'ai entendu. Je ne sais pas si c'est comme ça, mais les talkers aussi, ça fonctionne. Donc, je vous remercie tous pour le temps que vous dédiez au travail communautaire, parce que sans les communautés, nous tous, on ne serait pas là où on est aujourd'hui et on n'aurait pas beaucoup d'informations sur tout ce qui se passe dans le monde technique. Donc, merci à tous, merci aux organisateurs de Microsoft User Group Lomé de m'avoir choisi pour modérer cette session. Et je vous rejoins tous depuis Libreville, Gabon, et il est 19h19 à ma montre. Donc, bienvenue à tous. Bon, le sujet, c'est le chat GTP et les développeurs. Mais je suis sûre que dans l'audience, il y a certainement des personnes qui ne savent pas ce que c'est que le chat GTP. Est-ce que l'un des talkers ou l'un des orateurs peut, s'il vous plaît, juste vous faire une petite une introduction très réduite du chat GTP. S'il vous plaît, Sylvesta, puisque toi, ton avatar est déjà là. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Bon, chat GPT, je vais d'abord commencer par sa définition. Le chat GPT, c'est le Generative Pre-trained Transformer. Donc, c'est le GPT au niveau de chat. Chat, on sait très bien. Donc, chat, c'est juste la communication. Donc, c'est un prototype d'agent conversationnel utilisant l'intelligence artificielle développée par OpenAI. Donc, OpenAI était une petite structure que Microsoft, je dirais, c'était une start-up que Microsoft avait entre-temps financée. Et c'est pour cela actuellement, de nos jours, la plupart des applications Microsoft, ils ont infusé du AI dedans et c'est en quelque sorte du chat GPT. Alors le chat GPT, c'est juste comme sur nos iPhones, on a Siri, sur nos Android, on a Google Assistant. Donc c'est juste notre assistant conversationnel qui nous permet de faire des tâches, qui nous ramène des réponses et qui nous donne des solutions quand on énonce vraiment bien notre requête. Donc, c'est ce que j'ai à dire pour le moment. La définition, j'ai pris ça de Wikipédia. Donc, en quelque sorte, c'est ça. Donc, c'est aussi une intelligence artificielle qui nous permet, d'une façon conversationnelle, de ramener des informations à partir des requêtes bien spécifiées. Donc, voilà un peu ma définition de ChatGPT. Merci beaucoup, Sylvesta. J'ai même oublié de faire quelque chose qui est très important, c'est-à-dire vous présenter tous. Donc, la liste des orateurs ou des talkers que nous avons aujourd'hui, c'est une liste très impressionnante parce que nous avons Sylvesta qui est... Déjà, ils sont tous dans le domaine de la technologie. Donc, ce sont des gens qui savent très bien de quoi ils parlent. Donc, nous avons Sylvesta, je suis obligée de... Excusez-moi, je vais prendre les bios. Nous avons Sylvesta qui est le Microsoft MVP Business App. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est exactement? C'est quoi un MVP juste en flash et c'est quoi les Business Apps? Et les prochaines Pardon? D'accord. À 30 secondes, j'y vais. Alors, le MVP, c'est le Most Valuable Professional de Microsoft. Je crois qu'il y a d'autres OEM. Quand je dis OEM, les grandes sociétés ont aussi leur appellation. Donc, c'est le grand niveau de démonstration de bénévolat pour les communautés. Donc, le MVP est souvent décerné à ces personnes qui prennent de leur temps gratuit sans être payés pour aider les gens dans la communauté à mieux comprendre les structures, les technologies, les plateformes, les différentes plateformes que Microsoft a. Donc, dans le MVP, comme tu l'as dit, il y a le Business Application, on a Azure, on a
AI, intelligence artificielle, on a Data Platform, on a aussi Developer Technology, c'est d'autres nouveaux qui sont en train de créer. Alors, spécifiquement dans le Business Application, c'est toute cette suite d'applications qui permet de créer des processus métiers pour automatiser, n'est-ce pas, pour automatiser les processus qu'on a au boulot, donc pour faire des tâches qu'on répète souvent. Donc dans le Business Application, nous avons Dynamics 365 et puis on a la Power Platform que nous sommes encore plus spécifiés là-dedans. Donc voilà un peu le Business Application, et le MVP, c'est juste un award, je dirais un award qui est donné à ces personnes-là qui prennent de leur temps gratuitement sans être appelées par n'importe qui aident les communautés, qui aident les autres personnes aussi à adopter, à mieux comprendre et les aident à trouver des solutions à des problèmes techniques qu'ils ont sur les plateformes ou bien les technologies Microsoft. Voilà, merci. Ok. Merci beaucoup, c'était rapide, hein. On avait vraiment l'impression que c'était ChatGPT qui faisait la conversation. Bref, c'était juste blagué. Merci beaucoup. Ensuite, nous avons Gédéon Amoussou. Il est freelanceur, il est mobile developer pour React Native, Flutter, Android et iOS. Bonsoir Gédéon, tu peux nous dire un peu ce que tu fais de tes journées en tant que développeur? Bonsoir à tous. Ok, donc pour expliquer brièvement mon travail, moi je suis développeur d'applications mobiles, donc, et je travaille en freelance. Donc, je vais commencer par définir le domaine de l'application mobile. Je pense que beaucoup de personnes savent ce que c'est, pour ne pas dire tout le monde. Donc, les applications mobiles, ce sont juste ces petits logiciels-là qu'on a sur notre téléphone et qu'on peut lancer, par exemple, WhatsApp, Telegram, Facebook et tout ça. Donc, c'est à peu près, je vais dire, nous qui développons ces genres de logiciels qu'on a sur nos mobile apps qu'on utilise au quotidien. Donc, la particularité qu'il y a avec mon travail, c'est que moi, je suis freelance. Le freelance, qu'est-ce qu'il fait? Il intervient pour apporter, je dirais, une valeur unique à une entreprise. Si par exemple une entreprise a besoin d'une expertise, donc qu'il n'arrive pas à trouver du côté de ses salariés, il va faire appel à ces freelances qui sont un peu spécialisés dans leur domaine, et donc ces freelances vont parfois assister leur équipe, donc qui sont en interne, donc à pousser des fonctionnalités, à mettre en avant de nouvelles fonctionnalités. Donc, pour résumer, bref, je développe des applications mobiles sous contrat, et une fois que le contrat, l'application mobile est terminée, on peut dire qu'il n'y a plus vraiment d'engagement entre moi et la personne. C'est ça la petite différence qu'il y a entre un freelance et un salarié. C'est-à-dire qu'un freelance, lui, travaille par contrat, c'est-à-dire qu'il travaille par projet. S'il a un projet, s'il le contrat, une fois qu'il a terminé le projet, le contrat s'achève, alors qu'un salarié, lui, il reste là, même s'il n'y a pas de projet, lui va être payé la fin du mois. Donc c'est à peu près ça. Ok, merci beaucoup pour le résumé. C'était vraiment très enrichissant. Et j'espère que ça édifie certaines personnes là-bas, enfin, dans l'audience pour se lancer ici dans la freelance. Merci beaucoup. Ensuite, nous avons Laboré. Il est full stack et blockchain developer. Il est project manager et il est aussi marketing developer advocate. Tu peux un peu nous dire de quoi il s'agit, surtout de blocs? Si je me base sur l'explication de Gédéon, en même temps, je suis développeur, mais juste que je travaille pas pour certaines personnes, je travaille en indépendant, mais seulement actuellement, je suis développeur pour une entreprise au Togo, et pour d'autres sociétés, je travaille en indépendant. De plus aussi, je partage mes connaissances, rédiger des articles pour certaines entreprises spécialisées dans la blockchain, créer des applications qui sont décentralisées, qui n'ont pas besoin de dépendre de quelqu'un d'autre. C'est pour cela que je suis spécialisé en blockchain developer. Et le fait de créer des contenus, amener plus de monde à comprendre l'aspect de l'écosystème blockchain, là, je peux dire que je suis advocate, développeur ou bien dev réel. Merci. Ok. Merci beaucoup. Merci
Merci beaucoup. Vraiment, c'était très édifiant. Merci. Ok, donc là, on est de retour sur le vif du sujet. Là, tout le monde est bien calé et tout le monde sait que nos orateurs, nos talkers ici savent très bien de quoi il s'agit, connaissent très bien la conversation que nous aurons. Ok, de retour sur ChatGPT. Dans ton introduction, Sylvestre, tu as mentionné que c'était un chat, c'était surtout fait pour les conversations, avoir des conversations, poser des questions, répondre. Où est-ce que le rôle du développeur vient en jeu? Parce qu'il s'agit, quand les gens parlent de conversation, c'est beaucoup plus comment tu vas, je vais très bien, ah j'ai un souci. Mais en termes de code, comment est-ce que ça se passe? Comment on en arrive à là? Ok, merci. Bon, je commence par dire que en tant que développeur, du jour au jour, il y a beaucoup de demandes, surtout quand on est freelance. Quand on est freelance, il y a tellement de choses qu'on doit faire. Et le monde est devenu tellement dynamique que si on ne se met pas au parfum de tout ce qui se passe, on risque d'être blessé derrière. Et parce qu'il y a une constante demande de nos jours, parce que les gens compris qu'il faut automatiser beaucoup de choses. Même, il y aura un moment où même la vieille du quartier qui vend des petits trucs là, aura besoin d'une petite application pour gérer des trucs. Et tout ça là, c'est la demande, c'est des demandes qui utilisent. Il y aura des demandes qui vont venir. En fin de compte, nous avons tous les mêmes rôles d'essayer de créer des applications pour automatiser, pour digitaliser des processus et pour rendre ces processus-là efficaces. Donc, imaginons quand les demandes s'empilent, on a 2, 3, 4 boulots à faire et il y aura toujours des timelines. Quand je dis timeline, il y a toujours des délais qui sont donnés à ces genres de choses pour faire le développeur a besoin de certes, oui, d'une autre main qui soit à côté de lui pour pouvoir l'aider à faire des tâches. Donc, je pense cet aspect-là, de cet angle-là, que on a besoin aussi de l'intelligence artificielle pour faire des choses. Je donne un exemple pratique. Je suis développeur et tu sais, tout le temps, il y a les développeurs, on n'a pas tous les codes, on n'a pas toute la documentation, le lexique dans la tête. Tu as besoin tu as besoin de mettre une syntaxe et tu es un peu confus, tu dis, ah bon, il y a cet argument qui vient premièrement, ceci qui vient premièrement, et là, tu as besoin d'aller sur Google. Je donne juste des exemples pratiques parce que une fois tu as ChatGPT, actuellement parce que c'est le vif de ce qu'on est en train de parler, tu as ChatGPT à côté, tu peux aisément lui demander et ChatGPT te donne la formule ou bien te donne la séquence dans laquelle il y a la syntaxe même que tu peux utiliser pour faire ton code. C'est juste un exemple. Et des fois, en fonction du langage, ton langage de programmation, tu peux aisément demander à ChatGPT de te commencer quelque chose. Donc, si j'ai besoin de faire peut-être une web app et j'ai ChatGPT, au lieu d'aller faire le login moi-même, si je suis en train d'utiliser peut-être PHP ou bien HTML5 et CSS, je peux aisément demander à ChatGPT essaie de me faire un login page avec des instructions spécifiques. ChatGPT te génère le code et tu as le code et en tant que développeur, tu y vas pour juste faire des petites modifications, bien des modifications de base, juste pour changer peut-être la couleur des choses. En temps normal, quand je dis 5 ans en arrière, on n'avait pas cette technologie. Tu étais obligé de coder mot à mot du début jusqu'à la fin, ou bien pour certains d'entre nous qui sont un peu habitués à Stack Overflow, tu vas là-bas, tu vas copier le code de quelqu'un. Peut-être, c'est une partie de code qui peut juste faire un text box, mais qu'avec le ChatGPT aujourd'hui, je lui donne des instructions spécifiques, comment je veux que la page soit, et je peux vous affirmer que à 85 voire 90% des cas, ça te revient avec le code qui te fait le boulot, si ce n'est à 60 ou bien 70% fait. Donc voilà un peu mon introduction sur l'utilisation de ChatGPT en tant que et les développeurs.
Ouais, ok, super, c'était vraiment super, merci. Gédéon, puisque tu es freelanceur, et d'après ce que Sylvestre vient de dire, c'est comme une aide. Est-ce que ça veut dire que tu n'as plus besoin du conseil de qui que ce soit d'autre lorsque tu fais ta freelance? Est-ce que ChatGPT te suffit? Alors, pour rebondir sur cette question, je pense que, bon, ChatGPT, c'est bien que, bon, il connaît un peu tous les techniques, il a déjà englouti toutes les documentations et tout ça. Mais parfois aussi, il y a le côté peut-être humain, interaction. Si par exemple, j'ai un problème, bon, souvent, moi, j'utilise ChatGPT tous les jours. Pendant que je travaille, j'ai aussi l'onglet ChatGPT ouvert d'un côté. Et parfois, je lui demande, comme l'a dit aussi, comme l'a dit Sylvain, et comme l'a dit Sylvester, tu peux lui demander, par exemple, vu que moi je suis développeur d'applications mobiles, je vais lui demander qu'il me génère le code donc, de tel écran, et il me génère ça. Ce que j'ai remarqué également, c'est que plus tu es précis donc, dans ta description, plus tu auras quelque chose qui ressemble vraiment à ce que tu veux. C'est-à-dire que si tu lui donnes, un tel générique comme ça, lui aussi va te sortir un écran banal. Mais si tu précises chaque point, tu rentres dans les détails dans ta description, il va te sortir quelque chose qui est exactement pareil à ce que tu avais dans la tête. Donc, je l'utilise souvent aussi pour créer mes écrans et puis après moi j'implémente ma logique. Mais parfois, il y a des limites. Il y a certaines limites où je dirais, il n'a pas connaissance de toute l'entièreté de ton code. C'est ça un des plus gros problèmes que j'ai rencontré. Parce que si tu veux lui demander certaines choses, lui il n'est pas bien enraciné dans le contexte. Par exemple, toi tu as dit, ou bien 100 fichiers code source, et que tu lui demandes de te débugger telle ou telle partie. Lui n'a pas connaissance de ce que toi tu as fait dans le fichier 23 à 27. Donc si tu lui planques le fichier peut-être 100, lui va voir ça juste, mais il ne pourra pas voir la référence et voir ce qui a modifié. Alors que, bon, je dirais que si c'est un humain ou un développeur senior ou bien juste un collègue donc, qui t'accompagne, je pense que là, il aura beaucoup plus l'œil pour voir tout cela. Je pense que c'est ce qui manque actuellement à ChatGPT. Sinon, côté génération très simple, basique d'écran, il sait très bien le faire. Maintenant, quand on rentre dans la résolution de bugs un petit peu lourd, là, je pense qu'il n'est pas encore prêt à pouvoir supporter ces charges-là. C'est à peu près ce que je trouve à dire sur ce sujet. Ok, donc si on comprend bien, le facteur humain a toujours une grosse importance, même si ChatGPT peut aider en gros. Mais il faut toujours avoir une sorte d'humain, enfin un humain qui vient encore regarder, ou bien il faut encore que toi-même tu relises ton code pour approfondir les explications, parce que déjà il ne connaît pas tout ton code. Donc tu peux lui donner juste une partie de ton code, mais il ne sait pas ce que tu as écrit d'autre. Donc c'est toujours important d'avoir l'aspect humain, même si l'intelligence artificielle est d'une très grande aide. Oui. Également, ce que j'aimerais rajouter, un dernier quelque chose, c'est que, par exemple, ChatGPT est entraîné sur des tests, donc des codes d'autres développeurs. Donc, ce sont des codes qui ont déjà été écrits. C'est sur ça que lui, il est venu apprendre. Donc, en quelque sorte, c'est très difficile qu'il arrive à lui-même créer des choses nouvelles. Donc, de créer de nouvelles choses comme ça, c'est très très compliqué pour ChatGPT de le faire. Alors que, bon, un ingénieur bien humain, lui, il a l'esprit créatif. Donc, ChatGPT, lui, est limité donc, au code base, donc, que les gens, qu'on a déjà écrit. Si on veut créer quelque chose qui n'a jamais été fait et qu'on veut le faire actuellement, un ingénieur ou bien un développeur humain sera beaucoup plus apte à le faire que ChatGPT. C'est ce que je vais ajouter aussi. Ok, merci beaucoup. Laboré, on va te parler de ChatGPT et normalement ChatGPT a ses informations depuis 2021, donc il puise dans les bases de données de depuis 2021. Tu penses que ça peut avoir un problème sur le genre d'informations qu'on
reçoit en tant que développeur. Par exemple, si on a un code qu'on veut que ChatGPT examine et qu'il optimise, étant donné que ces informations sont plus récentes, je pense que ça peut empêcher ou ça peut freiner le bon déroulement de ton développement ou du développement de ton application. Oui. À mon niveau, c'est normal. En développement, chaque jour, il y a des mises à jour. Par exemple, si je prends un langage quelconque, chaque 6 mois, certains syntaxes ont changé. Et il y a des apports pour faciliter le développement de façon technique. Alors que ChatGPT, lui, n'est pas à jour en ce moment lorsque une mise à jour a été faite. Donc, du coup, lui, par exemple, je lui demande, rédige-moi ou bien code-moi une interface ou bien un login page de façon spécifique en Laravel. Alors que lui, il utilise Laravel 3 points quelque chose. Il peut toutefois coder ce que je demande. Mais par contre, en termes de sécurité et de performance, par rapport à la mise à jour concrète de ce langage spécifique, ça ne serait pas au top, à son niveau. Et dans certaines résolutions, ça peut donner des erreurs. Parce que, par exemple, en PHP, il y a certaines... parfois, il y a certaines variables ou bien fonctions qu'on n'utilise plus. Alors que lui, il a connaissance de cette fonction. Et c'est ça qu'il a utilisé. Et je prends la réponse, je l'ajoute dans mon code. Ça ne va pas marcher. Donc, ce que moi je pense, quand tu poses une question à ChatGPT et tu reçois la réponse, toi-même analyse la réponse d'abord. Donc, primo, on doit avoir une connaissance dans le langage avant de l'essayer de nous aider à optimiser ce qu'on cherche ou bien la résolution qu'on veut. Mais toutefois aussi, il y a des plugins qu'on peut ajouter à ChatGPT pour qu'il soit connecté à l'Internet et que les résultats soient en même temps en temps réel. Mais toutefois, ChatGPT a des limites telles que la fiabilité. Donc, toutefois, on doit toujours vérifier avant d'utiliser le code qu'il nous donne. Ok, merci beaucoup. Merci pour ça. Ça nous emmène carrément à la prochaine question et j'ai envie de la poser à Gédéon. D'accord. À quel moment de sa carrière en tant que développeur est-ce que tu conseilles que quelqu'un doit commencer à utiliser ChatGPT? Ok, d'accord. Pour répondre à cette question, je ne dirais pas que j'ai la science infuse, hein, juste pour dire quelque chose comme ça, mais je vais essayer d'apporter un peu mon idée là-dessus. Si par exemple, quelqu'un va commencer par apprendre l'informatique, par apprendre la programmation, je pense que c'est beaucoup plus utile pour lui de s'aventurer sur les chemins un peu, sur les pentes un peu glissants de lui-même et donc de chercher à se forger lui-même, donc mentalement aussi. Donc si par exemple, prenons l'exemple de quelqu'un qui vient de commencer la programmation et à peine 2 semaines, bon, il est tombé sur un problème, il va directement voir ChatGPT. ChatGPT lui résout le problème. Ok, après un temps encore, il répond sur le problème, ChatGPT lui répond à ce problème. Maintenant, imaginons qu'il arrive à un certain niveau où il n'a plus ChatGPT. Il est déjà habitué à utiliser ça et lui-même il n'a pas créé, donc il n'a pas pu utiliser son esprit donc de recherche, son esprit de... Parce que quand on est développeur, l'une des plus grands, donc, je vais dire même ce qui nous fait développeur, c'est notre capacité à pouvoir résoudre des problèmes. Donc si à chaque fois on délègue ça à un robot ou bien à une intelligence artificielle, il fait tout le boulot à notre place et on ne devient pas mature dans notre travail, par la suite ça va nous poser des problèmes lorsque peut-être ce robot serait, je dirais, absent, indisponible ou bien quelque chose et on se retrouvera seul face à un problème, on ne pourra pas le résoudre. Donc je conseillerais beaucoup plus aux développeurs qui savent déjà ce qu'ils font, c'est-à-dire qui ont déjà la main sur ce qu'ils font et ils veulent juste gagner en productivité. C'est-à-dire que quand moi j'utilise ChatGPT, je sais très bien le code que je vais avoir.
mais juste le temps que je vais prendre pour l'écrire, c'est ce petit temps-là que je veux gagner, au fait. Donc, si par exemple, je dois prendre 10 minutes pour écrire l'interface, moi-même, je peux créer l'interface très, très rapidement dans ces 10 minutes-là. Mais je me dis que, ok, je veux gagner 10 minutes de mon temps de travail là. C'est mon déléguant cela à ChatGPT. Et lorsque je lui délègue, il me sort le travail. Si le travail n'est pas correctement fait en même temps, voyant le code, je sais. Je dis, ChatGPT a fait quelque chose qui n'est pas bien. Donc, je vais essayer de moi-même recorriger cela ou bien le redire. Mais si je n'avais pas au préalable moi-même acquis ces compétences-là, je pense que je n'aurais pas pu juger de si la façon dont ChatGPT a procédé, c'est la bonne ou bien la mauvaise manière. Donc, voilà à peu près ce que je peux dire. Je conseillerais plutôt aux développeurs qui ont déjà de l'expérience d'utiliser ChatGPT, mais pour les nouveaux, pour les apprenants, donc je conseillerais de laisser un peu l'outil là. Peut-être ils vont juste demander à ChatGPT de leur sortir, de leur expliquer certaines choses comme ça subtilement, mais pas forcément déléguer tout le travail et qui a fait à ChatGPT pour que même il reste juste à copier-coller. C'est à peu près ce que j'ai à dire sur ça. Ok, wow. Ok, donc tu ne te prononces pas exactement sur... Ouais, bon, il faut aussi comprendre que les gens ont leur façon d'apprendre qui sont très différentes, mais ce que tu conseilles, c'est d'être au moins bien situé en ce qui concerne les skills d'abord, avant de se lancer dans l'aventure avec ChatGPT. Ok, merci beaucoup. Là, maintenant, j'ai une autre question qui est un peu en dehors de ce que l'on vient de citer. Puisque vous êtes des utilisateurs de ChatGPT, qu'est-ce que vous pensez qui peut constituer une amélioration dans le système? Je vais commencer par toi, Sylvester. Qu'est-ce que tu penses qu'on peut améliorer dans ChatGPT? Ok. Alors, bon, je sais que c'est un système qui est venu récemment. Donc, il y a beaucoup de... Au plus, les gens l'utilisent, donc il y aura des améliorations qui vont venir. À mon niveau, il y a ce problème de contexte, en fait. Et j'ai aussi compris quelque part que, en tant que développeur, il faudrait qu'on ait certaines checklists en place pour pouvoir tirer meilleur profit de la technologie. C'est bien vrai parce que des fois tu es en train de faire quelque chose, tu demandes une question, tu fais une requête, ça te ramène une solution, mais qui est vague, qui n'est pas directement adaptée à ton scénario. Mais bon, en tant que développeur avec ton expérience, tu l'utilises. Donc, j'aurais vraiment aimé que, qu'on puisse on puisse aisément avoir un plugin de ChatGPT qui peut-être scanne, comment dit-on, supposons dans ma plateforme là où j'utilise souvent le truc là, je ne l'utilise pas directement dans le truc là, mais j'utilise ça au niveau de la plateforme parce que j'ai le copilote qui est aussi du ChatGPT de Microsoft. Alors, tu es en train de faire quelque chose, le copilote te donne des possibilités, des idées que bon voilà, tu es en train de faire ça. C'est juste comme, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a quelque chose dans Microsoft Word actuellement qu'on appelle Ideas, c'est même existant dans PowerPoint. Donc, quand vous êtes en train de faire peut-être vous êtes en train de créer un slide de PowerPoint, à votre droite, il y a un petit sidebar qui vous montre des idées, des différentes suggestions de comment aisément exécuter ce que vous êtes en train de faire, ou bien que ce soit du niveau UI, ça vous donne des propositions. Donc, j'aurais aimé que quand je lance une requête comme ça, ChatGPT me donne des previews, des prévisions, voir, bon voilà, je peux te donner le code en me montrant une petite image, supposons, on est toujours sur le niveau login, quand je veux créer une page login. Donc, quand je lance la requête, ChatGPT me renvoie des previews avec peut-être 5 différentes suggestions. Voilà 5 différents types de login avec différentes UI, lequel tu veux, ou bien peut me demander quel thème tu veux utiliser. Peut-être je veux que ça soit... Certes, je peux, dans ma requête,
préciser que je veux peut-être du noir et du bleu ou bien du noir et de l'orange. Mais j'aimerais que, bon, ça me donne la possibilité de prévoir, ok, je n'ai pas besoin de copier le code d'abord, aller mettre dans mon environnement pour pouvoir voir le résultat, mais j'ai une prévisualisation qui me montre, qui me permet de voir, ok, j'ai ces différentes suggestions-là, je peux cliquer sur une image et ça me donne le code de cette image, de l'image-là spécifiquement. Donc, c'est quelque part que je pense qu'avec le temps, ils seront là, mais ça me ferait plaisir si on a ces différentes sortes de suggestions qui viennent et ça peut nous aider parce que en voyant déjà les prévisions, je peux dire que ok, le numéro 3 répond un peu mieux au contexte ou bien à mon scénario, à ce que je suis en train de faire et je choisis plutôt que de copier le code pour aller à la fin voir, exécuter, compiler, faire tout ça avant de voir le rendu que ça me donne. Donc c'est aussi un aspect que j'aimerais qu'ils améliorent. Ouais. Surtout pour les front-end, hein. Merci beaucoup. Parce que les front-end, on en beaucoup. Oui, parce que c'est très facile de demander c'est très facile de demander à ChatGPT de nous développer une calculatrice. On te donne le code, mais il va encore falloir que toi, tu ailles implémenter ça pour voir les résultats. C'est quand même un peu compliqué. Donc, si on peut même avoir juste un preview quelque part, pour au moins avoir un aperçu de ce que nous sommes en train de faire, ça va vraiment aider. Merci beaucoup, Sylvester. D'abord, j'ai envie de te poser une question. Supposons que tu es un nouvel employé, tu travailles pour une compagnie et que tu es un nouvel employé, ou bien que la compagnie a employé quelqu'un, et que tu es le senior développeur, tu es le développeur senior de cette personne. Est-ce que tu trouves que ChatGPT devrait faire partie, est-ce que tu penses que pour que la nouvelle personne soit up to speed, si je peux dire ça comme ça, pour qu'elle se fonde bien dans la masse de l'entreprise, il est nécessaire que tu entraînes cette personne à comment utiliser ChatGPT pour gagner du temps. Tu trouves que ça en vaut la peine pour les compagnies d'investir là-dedans? À mon niveau, c'est normal. Mais avant d'arriver à ce niveau précis, premièrement, je dois avoir une idée spécifique sur le développeur. Là, ce qu'il peut faire tout seul. Et primo, lui donner des ressources ou bien l'aider concrètement. Par exemple, il y a une tâche que je lui ai donnée. Je sais que sur cette tâche spécifique, il peut prendre cette durée pour pouvoir le faire. Et sa façon de développer, je sais que il est bon dedans. Donc, pour optimiser ses travaux, je lui conseille, utilise ChatGPT, pose-lui des questions de cette façon, avec des éléments qui pourraient lui donner une réponse plus fixe pour toi. Mais par contre, si je vois que le niveau de la personne est très bas, je ne vais pas lui conseiller ça. Toutefois, lui-même, il peut s'aventurer dedans, mais les moyens pour lui, c'est d'efforcer à avoir une idée brève sur comment le langage, comprendre concrètement le langage avant d'utiliser ChatGPT. Si tu n'arrives pas à comprendre le langage, tu utilises ChatGPT. ChatGPT aussi, dans ses réponses, il y a certaines erreurs dedans. Là, ça devient encore plus d'erreurs. Ce qui veut dire que tu écris quelque chose qui marche, mais tu ne comprends pas spécifiquement pourquoi ça marche. Maintenant, si ça ne marche pas, là, tu serais complètement bloqué. Ok, je vois. Donc, au fait... Mais par exemple, je peux dire que dans la semaine, j'ai en train d'effectuer un bug bounty dans un langage que je ne connais pas. Et je n'ai pas le temps d'apprendre. Donc, j'ai utilisé ChatGPT. Avec mes connaissances que j'ai automatisé de telle façon pour résoudre le problème. Là, ça peut se faire aussi. Wow. Ok. En tout cas, c'est toujours important de savoir que l'intelligence artificielle peut nous aider à résoudre certains problèmes. Mais le plus important,
c'est de comprendre qu'il y a des niveaux. Et lorsque quelqu'un est par exemple interne, c'est toujours important pour ces personnes-là de, comme on le dit en français, mouiller le maillot, si je peux dire ça comme ça. Voilà. Ok. Est-ce que, Sylvestre, est-ce que tu penses, non, c'est Gédéon, est-ce que tu penses que les limites de ChatGPT sont dues au fait que ce soit un outil gratuit? Ok. Pour répondre à cette question, je dirais oui et non. C'est juste à penser, hein. C'est juste à penser, t'inquiète. Je dirais oui et non. Parce que le oui pour tout d'abord le non. Parce que je pense que la société qui est derrière ChatGPT a suffisamment de fonds. Ils ne sont pas non plus à la ramasse. Donc ils ont quand même suffisamment de fonds pour pouvoir en arriver là où ils sont actuellement. Je pense que bon, ils ont beaucoup de milliardaires et tout derrière eux qui les soutiennent parce qu'ils savent que ça va servir aussi leur intérêt. Donc je pense que s'ils présentent des fonctionnalités ou bien des innovations qui vont vraiment cartonner, je pense pas qu'il y aura un manque de financement. Maintenant, je dirais la partie oui, ce serait quoi? J'ai récemment lu donc que ça coûtait énormément. ChatGPT coûtait énormément par jour en frais de maintenance d'infrastructure donc à la société. Donc même si parfois il y a des fonds suffisants, les ressources ne sont pas infinies. Donc chaque jour ils enlèvent un peu pour maintenir la charge. Demain également, arrivé un moment ça va finir. Donc c'est là aussi que bon, je pense qu'ils ont très bien fait en intégrant la partie pro, donc ChatGPT+, où ils ont mis en place le système d'abonnement. Donc je pense que ça aussi, ça les soutient déjà. Donc je pense pas que en ça, ce soit un frein. Après, comme c'est une nouvelle technologie, bon, pas nouvelle en ce sens, mais c'est maintenant qu'il y a vraiment la hype autour. Donc je pense que c'est pour cela qu'on voit également, on se dit oui que ça ne progresse pas très vite parce qu'on avait eu ce niveau d'extase donc au début, au lancement. Donc ça n'a pas pu être maintenu ce niveau-là parce que dès qu'on a découvert la chose pour la première fois, on s'est dit waouh, c'est magnifique, ça c'est du jamais vu. Et par la suite, bon, on voit qu'il y a des mises à jour, mais c'est un peu des petits rajouts. Ils vont ajouter des fonctionnalités de partage ici, des fonctionnalités de renommer quelque chose là. Donc c'est pas vraiment des choses révolutionnaires comme on l'avait vu avant. Donc c'est ça qui nous fait croire, je pense, que la progression, l'évolution est un peu freinée. On ne pense pas que, parce qu'ils travaillent également sur le dernier modèle qui incorpore des fonctionnalités vraiment énormes. Donc je pense que vraiment il y a du goût, qui vient. Donc je pense qu'il n'y a pas encore de problème de ce niveau. Ah, ok. Oui et non. Ça, c'est une réponse qui est très proportionnelle. Et c'est quand même bien de ne pas avoir de position là-dessus parce que en même temps, on utilise le produit lui-même. Hein. Oui, effectivement. De ne pas vraiment pencher pour un côté en particulier. Parce que voilà, on est les utilisateurs. Et voilà. Sylvestre, est-ce que tu penses que les développeurs devraient avoir peur de ChatGPT en ce qui concerne leur emploi? Parce qu'il y a quand même eu un massif layoff, c'est-à-dire plusieurs personnes ont perdu leur emploi depuis que l'intelligence artificielle a émergé. Est-ce que les développeurs devraient avoir peur? Alors, je suis mon confrère et je dis oui et non. Alors, Ok. Je commence d'abord par le oui parce que il y a beaucoup de personnes qui sont figées dans le fait de faire des choses sont figées sur une façon de faire les choses. Donc, supposons que je suis menuisier, je ne sais que faire des tabourets et c'est rien que des tabourets que je fais. Et quand on dit je suis juste dans le tabouret, on n'est pas aussi
On ne risque pas pour des gens qui ne risquent rien à rien. On ne risque pas pour essayer d'explorer d'autres envergures pour voir qu'est-ce que je peux ajouter à mon bagage technique. Donc, de ce niveau, il y a des personnes qui n'ont pas évolué dans leur espace pour se créer cette dimension de telle en sorte que quand quelque chose de nouveau vient, ça peut secouer des gens, mais quand on voit un peu ta position, on voit un peu tout ce que tu fais, on dit non, bon, ceci vient, mais ça peut pas totalement te remplacer. Il y a cet aspect-là. Maintenant, parce que de nos jours, les sociétés veulent, quand on prend même l'exemple de, comment dit-on, nous avons nos robots avec lesquels on fait des conversations, que ce soit du niveau de la banque, sur des sites web. On commence de nos jours avec des robots, même avec nos téléphones, quand on veut faire un appel, parce qu'on n'a pas tout le droit. Il y a ce besoin de payer des personnels, de maintenir les personnels. Les sociétés aussi optent pour ce système, ou bien pour, comment dire, disons pour ce système-là qui leur permet de sauvegarder d'argent et d'investir d'autre part que de dépenser ça sur le capital humain. Donc là où on a besoin de peut-être 10 personnes, on dit bon voilà, on va prendre 5 personnes et on ajoute le chat GPT parce que le chat GPT peut faire le boulot d'autres personnes et quand on a les personnes ressources qui savent utiliser ou bien qui peuvent utiliser le chat GPT ou bien l'intelligence artificielle, on aura la même balance, le même output, quand je dis output, le même rendu que le même résultat que si on a les 5 personnes. Et quelque part, peut-être avec la licence qu'on peut payer le chat GPT, peut-être en version premium, sera moins que le salaire d'un ingénieur. On se comprend à ce niveau, peut-être pour un mois. Dans toutes les sociétés, on veut être effectif et avec le chat GPT, ça te donne les réponses vite, même si ça doit à 1h, 2h du matin, ça c'est un robot en fait. Donc, il y a cet aspect-là. Et le deuxième aspect, c'est non, on ne doit pas avoir peur parce que une fois que tu es dans ton domaine, tu comprends bien ton domaine, on comprend que cette technologie-là, c'est des outils pour nous aider à vite rendre le boulot. Alors, si une société a le chat GPT et décide de limoger les employés ou bien les développeurs, le chat GPT ne va pas faire des choses parce que quand on le dit, le chat GPT, pour que ça puisse faire quelque chose, il faudrait d'abord lui donner un contexte. Le chat GPT ne peut pas se lever et se connecter sur des plateformes, bien sûr, un cPanel, se connecter à Visual Studio pour faire des choses. Il faudrait que quelqu'un soit là pour orchestrer, pour faire des demandes. Bon, je veux ça, je veux que tu me donnes ça. Et parce que c'est du style conversationnel, le chat GPT ne prend pas des décisions. Le système ne prend pas des décisions lui-même. Il faut que quelqu'un initie, quelqu'un trigger. Donc, on a ce besoin-là de techniciens, des personnes qui savent utiliser le chat GPT. C'est pour cela que je dis aussi que une fois on est dans le domaine de l'informatique technologique, il y a des personnes qui veulent pas. Je dis que bon, je fais juste du JavaScript, je suis juste JavaScript. Et s'il y a quelqu'un qui vient, qui fait du JavaScript et peut ajouter du HTML, ça veut dire que si tu ne sais pas faire, ta position n'est plus vraiment assurée parce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose de plus que toi. Donc, c'est aussi important en tant que développeur de nos jours de se mettre à l'actualité, de savoir des choses. Et quand il y a de nouvelles technologies qui viennent, il faut vite s'adapter, vite apprendre, s'adapter pour être toujours parfait, pour ne pas se sentir délaissé lorsqu'il y aura besoin de montrer des capacités en dehors de ce que vous pouvez aisément faire. Donc, voilà un peu ma contribution. Wow, ok. C'est oui et non. Les oui et non, là, sont des réponses très, très, très dangereuses, mais mais qui ont leur place. C'est-à-dire, c'est la vérité. C'est aussi simple que ça. Donc, si vous êtes un développeur, sachez quand même utiliser ChatGPT pour essayer d'aller un peu plus vite. Ne refusez pas totalement. Ou si vous êtes un nouveau, essayez au moins de savoir de quoi il s'agit. Ne soyez pas juste, je suis nouveau, il faut que je me concentre totalement sur développer les applications avec les outils juste comme ça et sans l'intelligence artificielle. Non. Ajoutez l'intelligence
artificielle à tout ce que vous entreprenez. En tout cas, pour maintenant, pour assurer votre place. Ok. D'abord, j'ai une question sur, je ne sais pas si tu peux donner des conseils sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on utilise ChatGPT. Qu'est-ce que tu suggères qu'il faut faire en tant que développeur et qu'il ne faut pas faire lorsqu'on utilise ChatGPT? Et je vais te donner un contexte parce que il y a eu un scandale et ça concernait Samsung, si je ne me trompe plus. Et l'un de leurs développeurs avait mis le code base. Ce qui veut dire que lorsqu'ils ont mis le code base comme ça s'utilise, ça revient à OpenAI parce qu'ils en ont besoin pour entraîner le modèle. Donc, qu'est-ce que tu suggères que les gens fassent et que les gens ne fassent pas quand ils commencent à utiliser ChatGPT? Ok. Si, par exemple, dans toutes mes interventions, je pense que la réponse se subit déjà dedans. Primo, étant un développeur, avoir une idée précise du langage que tu fais. Juste avoir par exemple, quand on prend tous les langages, les prérequis sont toujours les mêmes, comment déclarer des fonctions, etc. Donc, grâce à cette petite connaissance, tu peux apprendre rapidement d'autres langages. Donc, si je veux utiliser ChatGPT, j'ai déjà une bagage de base qui est pour moi. Quand ChatGPT me donne une réponse, j'analyse, est-ce que je peux utiliser cette réponse? Si c'est bien, j'utilise. Donc, premièrement, avoir une formation, se former sur ton propre langage et avoir comment ChatGPT fonctionne, avoir une idée globale de ChatGPT. Je pense que c'est la meilleure solution pour ne pas utiliser pour ne pas utiliser des codes qui ne fonctionnent pas. Et chaque temps, quand tu lui proposes une question, essaie d'améliorer, avoir une précision et une fiabilité du prompt que tu lui donnes, tu lui soumets. Aide-lui concrètement vers ton résultat. Sois précis dans ce que tu cherches. Ça pourrait l'aider plus à te donner une réponse qui tend vers ce que tu cherches. Et aussi, comme je viens de le dire, c'est intégrer une mécanique de vérification et de validation des réponses que tu reçois chez ChatGPT. Parce que c'est ce que je pense pour l'instant. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Gédéon? Ouais, je pense que c'est... Bon, je pense qu'ils ont déjà tout dit. Je pense qu'ils ont déjà tout dit à ce sujet. Oui. Donc, je pense que c'est bon. C'est bon. Ok. Ok, merci beaucoup. ChatGPT ici, ChatGPT là-bas. Faut pas avoir peur de ChatGPT. Il faut avoir peur de ChatGPT. Ça fait peur quand même, hein. Mais est-ce que le futur est bright pour les développeurs qui utilisent est-ce qu'ils ont une longueur d'avance? Si je peux encore m'aventurer à poser la question. Excusez-moi, il y a une question. Oui, vas-y. Laboré, tu peux y aller. Avant de répondre à cette question, par exemple, j'avais demandé auparavant si les développeurs ont peur de leurs emplois lorsqu'il y a ChatGPT. La probabilité est un peu faible pour l'instant parce que il faut toutefois améliorer les résultats de ChatGPT. Mais dans d'autres domaines précis, on peut dire oui. Par exemple, si je crée mon entreprise qui est spécialisée dans quelque chose, par exemple, je prends un blog ou bien un site e-commerce, je prends des développeurs freelance, ils automatisent mes services pour moi en utilisant l'API de ChatGPT ou d'autres API. Chaque temps, les publications
vont aller sur mon blog ou bien mon site e-commerce. Là, je n'aurai plus besoin d'un développeur. Juste parfois, temps passant, un freelance pour automatiser mon code pour moi. Donc là, c'est normal. Mais par contre, pour l'évolutivité de la technologie, là, on a besoin d'être développeurs qui sont bons pour apporter plus de mise à jour à des langages ou bien à certaines choses qu'on devait utiliser. Par exemple, développer de nouvelles choses, de nouvelles applications, etc. Là, on a besoin des développeurs. Maintenant, s'il vous plaît, rappelez-moi la question que vous posez tout de suite là. Oui, je voulais savoir si le futur est bright, si il y a la lumière au bout du tunnel en ce qui concerne ChatGPT. Est-ce que là maintenant on dit on n'est pas en danger, on voit qu'on n'est pas en danger parce que les gens continuent de travailler, nous tous on travaille et les compagnies continuent d'employer sans même avoir des connaissances sur ChatGPT. Mais est-ce que dans le futur, qu'est-ce qu'on prévoit pour le futur en tant que développeur? Est-ce qu'on doit avoir Ok. Dans le futur, pas maintenant. Non, je peux avancer mon idée et laisser la main à quelqu'un d'autre. Je disais que je peux avancer mon idée et laisser la main à quelqu'un d'autre. Ok. Ce qui me plaît dans tout cela, c'est que nous sommes des humains. Donc, on est adapté au changement. Donc, par exemple, aujourd'hui, on me limoge de mon emploi parce que je ne suis pas bon, parce qu'il y a ChatGPT qui est meilleur plus que moi. Je vais toutefois apprendre jusqu'à avoir une plus-value dans mon domaine. Donc, du coup, chaque temps, même dans n'importe quel domaine, il va toutefois venir qu'il y a quelque chose qui est meilleur plus que toi. Mais étant comme humain, on doit toujours remonter la pente, essayer de s'améliorer du jour au lendemain pour pouvoir surmonter l'obstacle qui est devant nous. Donc, même si ChatGPT s'améliore, forcément, les humains aussi vont s'améliorer compte tenu de la tendance qui est actuellement. Merci. Ok. Merci beaucoup. Gédéon, à toi la parole. Ok, j'aimerais vous dire quelque chose. ChatGPT, on peut le voir aussi comme un train. Donc, soit tu prends le train, ou soit tu te fais dépasser. Donc, c'est à peu près ça. Ça, c'est carrément un qui là. Genre, voilà, ne réfléchis pas trop, prends le train, on roule. C'est ça. Ok, merci. Sylvester. Oui, bon. Oui, mais mes collègues ont tout dit, hein, donc je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je me joins à Gédéon pour dire que bon, le train est là. Faut pas attendre que le train parte, on va courir, on va aller à pied. Il faut juste rentrer dans le train et aller avec le train. Donc c'est un peu ça. Il faut embrasser les nouvelles technologies, être à l'affût. Comme ça, les nouvelles technologies ne prennent pas le dessus sur toi, mais tu es au vif de ça. Donc, il faut prendre le train, il ne faut pas laisser le train partir. Ok, merci beaucoup. Merci. Serge, tu as la main levée. Yes. Oui, je suis là. Ok, j'aimerais poser une question aux panélistes concernant ChatGPT. Bon, 10 ans en arrière, on ne pensait pas à ChatGPT. Et aujourd'hui, bon, dans les débuts, nous avions peur, en tant que développeurs, de perdre nos boulots. Maintenant, j'aimerais savoir, dans 10 ans, comment est-ce que les choses seront? Est-ce que les développeurs, l'intelligence n'a pas réduit le nombre de développeurs? Est-ce que ça va augmenter le nombre de développeurs? Bon, j'aimerais un peu avoir leur avis sur la question. Merci. Vas-y, Sylvester. Merci beaucoup pour ta question, Serge. Merci. D'accord, merci pour la question. Vas-y, Sylvester, tu peux répondre. D'accord. Alors, je donne un exemple. Je crois que c'était
Ignite, Microsoft a l'habitude de faire des événements spécifiques. Donc Ignite, c'est pour donner des idées à la communauté, surtout les développeurs, en termes des choses qu'ils peuvent créer, tout ça là. Alors ils ont fait une projection. Je crois que c'était en 2021. Ils ont fait une projection et ils disaient que il y aura dans les 5 ans à venir, il y aura plus de 500 millions d'applications qui seront créées. Alors, quand je dis qu'ils seront créées, je suis juste en train de parler à propos de la framework de Microsoft, le stack Microsoft, surtout la Power Platform. Donc, ils étaient en train de projeter qu'il sera créé plus de 500 millions d'applications. Alors, ça veut dire qu'il y aura un besoin constant parce que chaque DPT, peut-être pour ceux qui ne savent pas, chaque DPT est là depuis, il y avait 5 ans que chaque DPT est là, mais comme j'avais dit au début, Microsoft avait pris la startup où ils avaient financé la startup. À un moment, on a chaque DPT1, on a DPT2, DPT3 qu'on utilise actuellement, et on a actuellement la version 4 et même, je dirais, la version 5 qui est en train de sortir. Voilà. Donc, la version 4, je crois, c'est la version premium qui est là. Donc, on s'adapte, en fait. On s'adapte. Dans les 10 ans à venir, sûrement que aujourd'hui, on connaît l'intelligence artificielle, ChatGPT. Peut-être il y aura d'autres technologies qui seront là, qui vont prendre l'espace, qui vont prendre même la place de ChatGPT pour faire des choses encore plus merveilleuses. Et quand je dis ça, je donne tout juste l'exemple de quand on crée une infrastructure. En tant que développeur, dans 10 ans en arrière, on a d'abord besoin de penser au réseau, penser à un serveur rack, penser à la virtualisation, aux machines virtuelles, penser au serveur d'application, penser au serveur de fichiers, penser au load balancer. Il faudrait acheter tous ces serveurs-là pour que ça soit là. Il y a un moment, nous sommes en train de parler d'Azure. Azure de telle en sorte que vous n'avez pas besoin d'acheter les serveurs physiques, le hardware, mais vous pouvez faire tout ça dans le cloud et c'est aussi effectif et même moins coûteux que ce qu'on est en train d'utiliser. Alors, il y a certains ingénieurs qui s'étaient plus dans le truc du serveur tout en 2008, R2, R3 et même SQL R2, R3, tout ça là, qui sont maintenant partis et devenir des ingénieurs Azure qui vous créent des infrastructures sur Azure. C'est les mêmes ingénieurs bien ingénieurs de réseau, ingénieurs hardware qui font ça là, qui sont maintenant poussés vers Azure parce qu'ils n'ont pas le choix. Aujourd'hui, la plupart des sociétés veulent faire tout dans le cloud. Il y a une infime partie qui ont gardé cette culture d'acheter des serveurs, tout ça là. Alors, le monde change et on s'adapte. Donc, peut-être on est en train de parler de ChatGPT aujourd'hui. À part le ChatGPT, il y a d'autres technologies de AI qui sont là, peut-être qui sont aussi plus performants que ChatGPT, mais parce qu'on est exposé à ChatGPT. Un jour viendra où ces technologies vont prendre le dessus. Et aujourd'hui, c'est le ChatGPT, mais peut-être demain, il y aura une autre technologie qui va encore prendre le dessus. Mais dans tout ça, ce que moi je vais dire, c'est que en tant que développeur moderne ou bien en tant que professionnel de l'informatique moderne, pas juste au niveau du développement, il faudrait toujours s'adapter, être à l'affût de l'information. Quand il y a des nouvelles technologies qui viennent, il faudrait les embrasser et s'adapter. Parce que à tout moment, il y a quelque chose de nouveau qui vient, qui met en péril ton travail. Mais quand tu es habitué, quand tu es dans le bain, dans tout ça là, quand tu sais nager dans l'eau, tu sais marcher sur la terre, que ce soit quoi que peut-être qu'il y a inondation ou pas, tu pourrais toujours t'en sortir. Donc c'est le peu que je peux ajouter. Wow, merci beaucoup. En clair, en gros, la locomotive roule. Il faut joindre, monte dans le train, ne tarde pas, nous t'attendons. Et j'espère que d'ici 10 ans, ce sera toujours une des technologies de Microsoft qui va toujours nous inspirer parce que nous sommes de ce côté, nous sommes avocats pour tout ce qui est produit de Microsoft et tout, et voilà. Donc, j'espère vraiment que ce sera ça. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Si quelqu'un veut poser des questions, levez la main. Si vous ne levez pas la main, ok. Donc, je veux demander à tous nos... Vas-y, Sylvestre.
Alors, peut-être quand fini, je veux juste faire une petite démonstration pour illustrer quelque chose, pour donner, c'est juste une petite astuce sur le chat GPT pour aider nos frères et sœurs qui sont en ligne aujourd'hui à aussi comment mieux utiliser aussi le chat GPT. Donc, quand on est en fin de section, je peux vite montrer ça dans moins de 5 minutes. Ok, super. Ben voilà, nous sommes en fin de session. Donc, tu peux y aller parce que là, on a déjà atteint le temps limite. Donc, vas-y, nous sommes en train de regarder ta projection. D'accord, super. Je passe vite sur le... Ici, voilà. Je vais juste vous montrer un exemple. Alors, quand je parlais, vous pouvez confirmer si vous pouvez déjà voir mon écran? Oui, bien sûr, on peut voir. Super. Donc, je suis déjà connecté sur le chat GPT. Donc, ici, j'ai lancé une requête, j'ai posé une question. Donc, j'ai dit c'est quoi un project report. Comme je vous avais dit au début, il faut savoir comment demander la question. Et il faut aussi situer le modèle dans un contexte pour pouvoir tirer plus profit de la réponse que ça va vous amener. Donc, il faudrait être très spécifique. Et il y a une petite astuce que j'utilise, que je vais aussi partager aujourd'hui. Alors, je vous montre ici. J'avais posé quelque chose, une question, bon, c'est en anglais, vous me pardonnez ça, mais bon, vous allez comprendre d'où je viens, de langue par laquelle je viens. Alors, je voudrais quelque chose qui peut m'aider à improve safety, à improve ou bien à augmenter les mesures de sécurité dans le secteur de oil and gas. Donc, quand je dis oil and gas, c'est nos stations. Voilà. Pétrolier, dans le secteur pétrolier. Donc, c'est la même question, mais j'ai mis 3 différents contextes pour avoir 3 différentes réponses. Et à la fin, j'ai pris une synthèse de tout ça là. Alors, j'ai demandé à l'intelligence artificielle, j'ai dit acte. Vous voyez bien, j'ai pas juste dit de m'écrire un article. Je lui ai d'abord donné un contexte, act as a new letter, un éditeur, ok, de journal, act as. Donc, je lui demande de prétendre d'être un éditeur de journal, newsletter editor, and write an article on how we can improve safety in oil and gas company en utilisant les technologies de l'information. Donc, voilà un peu ma requête. Et voilà, ça m'a ramené en fonction du contexte que je lui ai donné, qui est un newsletter editor. Donc, hello reader, as a newsletter, I would like to discuss the topic how information technology can improve. Alors voilà un peu comment ça a commencé. Maintenant, ça m'a fait tout ce développement-là et je suis revenu encore, je lui ai dit maintenant, act. Donc je reviens, je donne un autre contexte, je dis act as a software company, comme une société d'informatique, et propose-moi une solution qui pourrait standardiser ou bien toujours augmenter les procédures, les mesures de prévention, tout ça là, dans le secteur pétrolier, oil and gas company. Et ça revient as a software company, we understand the importance of safety. Donc, voilà 2 différents angles que j'ai. C'est la même question, c'est la même thématique, mais les angles sont différents. Alors, le dernier contexte que j'ai donné, j'ai demandé ça comme une question vague. How can we help? Emphasize, c'est juste mettre de la pression, mais appuyer sur les mesures de sécurité dans le secteur pétrolier. Et c'est revenu avec maintenant un dernier angle et on peut continuer au fur et à mesure qu'on veut. Maintenant, en fin de compte, j'ai fait la synthèse de tout ça là. Bon voilà, j'ai copié d'abord la réponse que ça m'a donnée à travers les 3 différents contextes et je lui ai maintenant demandé de me faire une synthèse. Donc ça veut dire que ça me donne une réponse plus appropriée et qui couvre un peu tous les angles dont j'ai pensé ou bien sur les angles par lesquels j'ai posé la question et c'est revenu avec le résultat final. Donc voilà le document qui m'a donné le titre et tout ça là. Alors je vous montre un dernier exemple que j'ai fait avec voilà, je crois que je suis au niveau de
Bon, voilà. Donc, en tant que développeur, je ramène ça au niveau des développeurs. Alors, je lui ai demandé de m'écrire Act As et Software. Donc, le Act As, ça nous permet de lui donner un contexte. Et en fonction du contexte, ça te donne. Donc, c'est juste aussi pour montrer au niveau du code que plutôt que ça te donne un code vague, ça dépend de comment tu lances la requête, comment tu formules ta requête. Il y a une syntaxe appropriée qu'on doit suivre pour pouvoir tirer meilleur profit de ChatGPT. Donc, je lui ai dit, Acta, c'est Junior Software Developer and Write a Login Page in HTML. Donc, une page login en HTML en tant que développeur junior. Alors, ça m'est revenu. Regardez bien ici, ça me dit le container 300 pixels PX, donc c'est un peu ici, vous voyez ce côté. Mais quand je viens en bas, bon, il n'y a pas trop de, il n'y a même pas de JavaScript là-dedans. Quand je viens un peu en bas, je dis act as an intermediate software developer and write a login page. Donc ici, je dis un développeur intermédiaire, pas avancé, juste au milieu, quoi, moyen. Ça me revient, ça me donne la même chose. Au départ, c'était 300, ça m'avait montré 300. Ici, le conteneur que ça a fait, ça m'a montré un conteneur 400. Et là, quand on voit un peu dedans, il y a plus de choses qui sont venues dedans. Ça m'a même donné du PHP. Et ça explique. Maintenant, en dernière position, je lui dis, bon, Act as a senior software developer et écris-moi un login page en HTML. Voilà, là, ça me fait tout ça là et ça m'ajoute même de JavaScript avec même des event listeners et tout ça là. Donc, c'est juste pour vous dire aussi que des fois, on peut juste demander la question, bon, écris-moi juste un login page en HTML et ça vous donne une réponse banale. Mais si on sait bien formuler les requêtes, le corps de la requête, on sait bien formuler ce qu'on veut, on peut, certes, ça ne va pas totalement donner, mais au moins à 60-70%, ça peut nous ramener le résultat voulu. Donc, voilà un peu ce que je voulais aussi partager avec vous ce soir sur le ChatGPT. Wow, merci beaucoup. En tout cas, moi, Act As, ce sera maintenant sur mon truc, hein. Bon, oui, ça aide. Mais s'il vous plaît, hein, si vous êtes un junior, n'allez pas Act As et senior. Sinon, vous n'allez rien comprendre. Donc, commencez d'abord par Act Like des juniors avant de partir chez les seniors. En tout cas, voilà. Waouh, magnifique. Oui, vas-y, Laboré. D'accord. Ok, juste une petite résumé. Tu avais la main levée? Oui, oui. C'est Laboré qui avait la main levée, n'est-ce pas? On ne t'entend pas. Oui, je crois qu'il a un petit souci avec son microphone. Il a toujours la main levée quand même. Oui, il a toujours la main levée. Si tu as une question, tu peux la poser. Enfin, tu peux écrire et je vais la poser. Oh, ok. Bon. Alors, Bah, ce sera pour une autre fois alors. vous m'attendez, non? Ok. Merci beaucoup à tous. Je ne sais pas si vous avez une phrase de fin, un mot de fin. Chacun d'entre vous, on aimerait bien entendre votre mot de fin sur la discussion que nous venons d'avoir, s'il vous plaît, avant qu'on ne se dise bye bye. Allô? Oui, allô? Ok. Avant, c'était mon micro. Oui, vas-y. Je voulais juste faire un petit résumé par rapport à ce que le confrère vient de présenter. Par exemple, il y a deux plugins que moi j'utilise tous les temps. Donc, on vient de spécifier le contexte. Oui, on t'entend maintenant. Vas-y. Premièrement, j'utilise oui. chat. Le chat, il me permet de connecter ChatGPT à l'Internet. Et de même, d'enregistrer automatiquement mes prompts. Par exemple, je veux rédiger un article de blog sur l'intelligence artificielle. Donc, j'écris le contexte, les éléments spécifiques, j'enregistre par défaut. Donc, pour la prochaine fois, il suffit de changer le thème. Pas la peine d'écrire encore du texte au niveau du ChatGPT dans la barre et envoyer le prompt. Donc, premièrement, il suffit d'installer le ChatGPT
Donc, c'est un outil connecté à l'Internet et qui nous permet d'ajouter nos prompts par défaut. Et secondo, j'utilise aussi masai.mi. On clique ChatGPT prompt. Donc, lui, il est un peu évolué. Dedans, il y a catégorie et use case. Par exemple, si je prends catégorie DevOps, en même temps, je peux dire que je veux uniquement des réponses en étant expert Docker. Donc, lui-même, il a des prompts par défaut. Par exemple, prompt étant Docker expert, MySQL Pro, etc. Je peux dire que je suis dans la catégorie Software Engineer. Je prends catégorie SEO, Copywriting, Marketing, Productivity, Application, etc. Donc, lui, en même temps, le prompt est axé dans le domaine spécifique et dans le use case qu'on veut. Donc, là, ça nous simplifie la façon d'écrire les prompts avant d'envoyer nos questions. Merci. Allô? 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 Bah, vous m'attendez, j'espère. Ok, merci beaucoup. Donc, il y a des plugins qu'on peut utiliser. Oui, oui. Ça, c'est bon à savoir. Oui, oui, on t'entend? Non, je viens de finir. Oui? Oui, je disais que je viens de finir. J'espère que vous avez entendu mon intervention quand même. Ok. Ok. Alors, ok. Ça, c'est juste, on a un retard dans la connexion. Pas de souci. Ok, merci beaucoup pour l'apport. Gédéon, tu as quelque chose à dire, un mot de fin? Oui, ce que j'aimerais rajouter, c'est que franchement, s'il y a une nouvelle technologie comme ça, on est dans la tech tout d'abord. Donc, quand une avancée se fait sentir dans notre secteur, de pas être réticent, de se dire non, que c'est vraiment pas bien. Parce que je me souviens que quand j'utilisais ChatGPT, au début, parce que moi j'avais commencé à utiliser ChatGPT avant même sa sortie, c'est-à-dire que je m'étais abonné à OpenAI, donc ils avaient eux-mêmes implémenté une interface. Donc je pense 1 an avant la sortie officielle de ChatGPT, donc moi je l'utilisais bien 1 an avant. Et en ce temps aussi j'étais en CDI. Donc pendant ce temps, je dirais mes collaborateurs me disaient non, que pourquoi moi je suis trop fan de cet outil-là, que chaque temps je suis dessus. Et ils se disaient que non, que franchement que c'est pas cool, que moi développeur je ne dois pas faire ça ici. Bon, je leur ai dit écoutez, moi j'ai compris quelque chose, c'est pour cela que moi je me suis mis. Donc bon, chacun gère à sa manière. Donc et peut-être 1 an après comme ça, c'est sorti ça. L'effet d'une bombe, voilà, et tous ils étaient surpris. Wow. Donc, ouais. Donc j'aimerais juste rajouter que si franchement vous voyez dans votre travail quelque chose qui peut vraiment vous booster, donc vous faire gagner beaucoup de temps, et donc qui dit du temps de l'argent, faut pas forcément le négliger, parce que c'est pas très intelligent de le négliger, si je peux dire aussi, parce que bon, après tout, on cherche à gagner en productivité, en cherchant des remèdes miracles et tout, mais déjà quand on a quelque chose de concret devant soi, je pense que c'est la meilleure des décisions de la saisir. Donc voilà, moi j'encouragerais tout le monde à utiliser ChatGPT franchement pour augmenter sa productivité. Donc c'est tout ça. Ok, merci beaucoup. Sylvestre, un dernier mot? Ah bon, c'est juste pour dire à mes confrères, mes consoeurs que bon, on a tous besoin de s'adapter. On a tous besoin de s'adapter. Ces technologies sont là pour nous aider. Faut pas qu'on les voit donc ils sont là pour prendre notre place, mais bon, pour nous permettre, c'est les Anglais disent enhance, donc pour nous donner un plus, pour nous permettre à vite d'exécuter les tâches, à vite faire les choses qu'on est en train de faire, donc de vite nous adapter à ces nouvelles technologies quand ils viennent.
j'utilise aussi l'opportunité pour demander à Laboré aussi de nous ajouter dans les plugins dont il a parlé. Il y a d'autres personnes qui aimeraient aussi les essayer. Donc, s'il te plaît, Laboré. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Donc, vous pouvez voir sur l'écran un autre meet-up ou une autre session qui aura lieu réunion sur Microsoft User Group Lomé. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous s'il vous plaît sur Microsoft User Group Lomé. Connectez-vous à tous les panélistes de ce soir. Vous n'allez pas le regretter. Et intégrez la communauté. Parce que ce n'est qu'au travers de la communauté que vous pourrez comprendre la différence ou l'écart qu'il y a entre le monde du travail et l'université ou l'école. Donc, vraiment intégrer la communauté, participer à des conversations, ne restez plus derrière, n'ayez pas peur. Et tout ce que je peux dire, c'est que chacun d'entre vous peut apporter quelque chose. Donc, la prochaine conversation sera sur comment créer un système de gestion d'événements dans Power Platform. Donc, ça, ce sera comment on appelle ça? Ce sera quelque chose de technique. Donc, voilà. Chesco, on peut voir comment on est en train d'être recorded. On peut voir OBS. En tout cas, merci beaucoup à tous d'avoir rejoint cette communauté. Merci d'avoir participé à la discussion. Et n'oubliez pas de souscrire à la prochaine discussion, d'intégrer Microsoft User Group Lomé. Mon nom c'est Audrey Mengue, je suis développeuse web et je vous rejoins depuis Libreville, Gabon. Donc, on se dit à la prochaine et au revoir tous les fanatiques de Microsoft. Au revoir. À la prochaine. Au revoir. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci. Ciao. Ciao. All right. Let's go, please. Close your screen. Okay, Chesco. Right. I hope we stop the recording and everything else. Cool. We'll do that. Today is the test. So. Are we still live on YouTube? No, YouTube. I just off YouTube. Okay, cool. It was a test, right? Well, thank you guys for making it. It was really nice. You guys know your gist, like you know your stuff. Oh.